Bonjour à chacune, à chacun, au revoir à ceux qui s'en vont. Rien que pour le plaisir d'être désagréable une fois encore, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, m'autoriser 3 secondes de commentaire de son libellé. Quelle stratégie pour l'institution? Ça ne va pas tout à fait. Je ne suis pas l'institution. Je ne sais pas la démagogie, mais je le pense profondément. L'institution, c'est nous tous ensemble. Il faut qu'on arrête de penser qu'il y aurait la base d'un côté et l'institution de l'autre. L'enseignement catholique, ce n'est pas le SGEC. L'enseignement catholique, ce n'est pas non plus Saint-Truc ou Sainte-Machine. L'enseignement catholique, c'est nous tous ensemble. Voilà, je refais ma parenthèse. Alors, plus sérieusement, par rapport à la question que je suis supposé évoquer avec vous, je voudrais partir, c'est pas non plus pour failloter, mais je voudrais partir de Laudato Si, de l'encyclique de Laudato Si, parce que cette encyclique, elle constitue infiniment plus qu'une simple encyclique gentiment écolo. Enfin, j'ai rien contre le gentiment écolo, mais c'est bien plus que ça. Regardez par exemple le paragraphe 110, je cite le pape. La vie est en train d'être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal moyen d'interpréter l'existence. Ce dont il s'agit, enfin ce à quoi nous sommes invités, dans nos esprits et donc dans nos pratiques, c'est bien de sortir du paradigme technocratique. Quelle résonance de cette invitation pour la vie de nos établissements et pour celle de l'enseignement catholique dans sa globalité? C'est une question que je pose. Je continue à citer le pape dans le même sens, en allant au bout de sa réflexion, le paragraphe 114. Ce qui nous arrive en ce moment nous met devant l'urgence d'avancer dans une révolution culturelle courageuse. Révolution culturelle courageuse, ça n'est quand même pas rien. Ce à quoi nous invite le pape François, me semble-t-il, c'est bel et bien à une véritable conversion intérieure pour nourrir une dynamique du changement dans chacun de nos petits pas successifs. Tout est lié, le pape n'arrête pas d'écrire dans l'encyclique Laudato Si que tout est lié, donc tout est important. Et tout est important pour construire, autre expression chère au cœur et à la plume du pape, tout est important pour construire une maison commune habitable par chacun. Et la question que je me pose et que je partage avec vous ce matin est la suivante: en quoi pensons-nous et en quoi vivons-nous notre école catholique comme une véritable maison commune? Alors voilà, quelques éléments de réflexion sur l'école catholique comme maison commune, et puis après, 2-3 points très en écho avec la table ronde à laquelle nous venons d'assister sur les questions concrètes que ça nous pose pour nous, tous ensemble. L'école catholique comme maison commune, ça pose 3 séries de questions, enfin on peut y réfléchir à partir de 3 séries de questions. D'abord, une série de questions en termes de vision du corps social et de son organisation dans sa globalité. Je partage avec vous, histoire de faire le cuistre et le pédant, 2 lectures qui m'ont beaucoup marqué ces derniers mois. C'est pas pour faire le pédant, enfin j'espère que vous en faites la confiance, c'est pour vous inciter à vous y plonger dans ces 2 lectures. D'abord, Antonio Spadaro, qui est un théologien, un jésuite italien, un livre qui date de 2012, mais qui a été traduit en français en 2014, qui s'intitule « Cyberthéologie ». N'ayez pas peur du titre, c'est parfaitement lisible. Et c'est une réflexion que je trouve extrêmement nourrissante pour nous, éducateurs, sur la manière dont la culture numérique est beaucoup plus qu'un outil, c'est bien une culture qui véritablement révolutionne nos manières d'être ensemble. J'ai expliqué après dans quel sens. Deuxième lecture tout à fait comparable dans la revue Études en janvier 2015, un article d'Arnaud Join-Lambert qui s'intitule « Vers une église liquide ». Là aussi, le titre peut faire peur, mais l'un et l'autre, c'est autour de cette notion de liquidité. Ce que l'un et l'autre mettent en avant, c'est que nous sommes véritablement en train de changer de modèle de société. C'est-à-dire que l'heure n'est plus, alors je caricature mon propos, donc c'est forcément inexact ce que je dis, mais pour aller vite, l'heure n'est plus à nos fonctionnements traditionnels en blocs sociaux, culturels, posés les uns à côté des autres et relativement immuables. Elle est de plus en plus à des fonctionnements en réseau, à des fonctionnements en nébuleuse, à des fonctionnements volatiles, liquides. Et ça vaut pour les personnes, pour les entités collectives, quelles qu'elles soient, avec de ce fait, et c'est à ça que je voulais en venir, et c'est en cela, me semble-t-il, que nous sommes bien dans le sujet, avec de ce fait, la possibilité, la place pour des partenariats divers, pour l'appartenance et l'insertion dans des réseaux multiples, pour la construction de diverses solidarités à diverses échelles,
des partenariats, des réseaux, des solidarités ayant vocation à se croiser dans tous les sens. Vision liquide et vision en réseau du fonctionnement d'une société. Deuxième série de questionnements, qui nous est plus spécifique, sur notre vision de l'école catholique. Pour ma part, je considère qu'il nous faut sortir une bonne fois pour toutes, c'est une opinion, je ne suis pas sûr d'avoir raison, en tout cas je ne vous oblige pas à être d'accord, mais je crois qu'il nous faut sortir une bonne fois pour toutes de la fausse alternative, en tout cas pour moi c'est une fausse alternative, entre un schéma libéral et un schéma étatique. Je n'adhère pas à une vision de l'enseignement catholique sur un schéma libéral de l'éclatement atomisé, avec des structures complètement posées les unes à côté des autres. Je n'adhère pas davantage à une vision centralisatrice ou étatique d'un système qui serait descendant avec le doigt sur la couture du pantalon pour tout le monde et au même moment. Je rappelle tout simplement cette évidence, je ne vois pas d'autre schéma pour l'école catholique précisément parce qu'elle est catholique que notre schéma ecclésial. Un schéma ecclésial qui cherche constamment, c'est pas toujours facile, mais c'est important, à articuler bien commun et subsidiarité, principe d'autorité légitime et principe de collégialité, toujours en même temps. Notre culture commune, je pense qu'elle n'est pas libérale, je pense qu'elle n'est pas étatique, je crois qu'elle est communautaire. Ou pour le dire autrement, elle est synodale. Comment faisons-nous vivre tous ensemble la synodalité de l'école catholique? C'est notre responsabilité à tous, la vôtre, la mienne, la nôtre, ensemble. Enfin, une question de vision de l'établissement, la société, l'école catholique, l'établissement. Là encore, pour vous embêter, est-ce que l'autonomie, ce n'est pas une forme de lieu commun? Est-ce que le vivre ensemble, ce n'est pas non plus une autre forme de lieu commun? Plutôt que de parler d'autonomie, moi je plaide pour que nous prenions l'habitude de parler de responsabilité. Et responsabilité, ça renvoie à liberté, mais je trouve que ça dit autre chose. L'autonomie sans responsabilité, ce n'est pas l'autonomie. Et la responsabilité sans liberté, ce n'est pas de la responsabilité. Je crois que, voilà, plutôt que d'autonomie, je nous invite ensemble à raisonner en termes de responsabilité et liberté. Et plutôt que de parler de vivre ensemble, je crois que nous sommes invités à raisonner et à vivre surtout en termes de fraternité. Parce que ce qu'il y a pour nous dans l'horizon de la fraternité, c'est celui de la communion, en écho avec la culture synodale qui me semble être la d'autre. Tout ceci pour dire que je suis convaincu que nous sommes porteurs, tous ensemble, d'un regard spécifique, un regard qui constitue un véritable projet de vie en société. Je me permets de citer quelques mots de Jean Merkert, qui est le rédacteur en chef de la revue Projet. La revue Projet avait publié en août 2012 un très beau numéro spécial sur la fraternité. Je cite quelques formules de Jean Merkert. « Il nous faut, écrit-il, assumer la fraternité comme une contre-culture. » Vous voyez, il y a le pape qui parle de révolution culturelle, et là, on nous parle de contre-culture. C'est la même chose. Je continue la citation. « Concevoir la fraternité comme une contre-culture, c'est y voir davantage qu'un supplément d'âme, davantage que la prothèse d'une société d'individus en concurrence qui se contenterait de soigner les victimes collatérales. Ce dont il s'agit, c'est de déceler une alternative et de construire une façon de vivre ensemble différente. Une contre-culture, une façon de vivre ensemble différente, je crois que c'est vraiment ça, l'école catholique, comme maison commune. Alors si cette école catholique est bien une maison commune, quelles questions cela nous pose-t-il à l'échelle des établissements, des territoires, ce qui sera ma manière de ne pas répondre à Vivien, puisque je parle des établissements et des territoires. Mais je parlerai bien sûr après. Mais il y a toutes les questions de recrutement des élèves, recrutement des professeurs, ça vous n'en avez pas parlé. Il peut y avoir des sacrées situations de concurrence. Question des ouvertures, répartition des moyens d'enseignement, ça vous l'avez évoqué, solidarité immobilière, vous l'avez évoqué, etc., etc. Dans mille et un domaines, nous avons le choix entre le chacun pour soi ou la gestion collégiale de nos intérêts respectifs. C'est ça pour moi la solidarité. C'est la gestion collégiale de nos intérêts respectifs, des intérêts qui sont tous, chacun en soi, légitimes, mais qui peuvent diverger. Et il s'agit bien de réguler ensemble ces légitimités parfois contradictoires.
Je me permets une remarque à cet égard. Je crois que c'est bien là que toutes nos structures prennent sens. Vous savez, tous nos machins en HEC, dont on ne sait jamais très bien à quoi ils servent, mais dont on sait très bien tout le temps qu'ils nous prennent aux uns et aux autres. Bien sûr, c'est lourd, bien sûr, parfois c'est chronophage, c'est pourtant infiniment précieux. C'est pourtant infiniment précieux parce que précisément toutes ces structures un peu compliquées, un peu lourdes, un peu fastidieuses, etc., ce sont vraiment les lieux, ce sont nos lieux de régulation, de transparence, de collégialité. Et c'est bien la raison pour laquelle il est indispensable que les chefs d'établissement, tous, s'y investissent et s'y engagent, et que lorsqu'ils le font, ils soient sécurisés et que personne ne s'autorise à reprocher à un chef d'établissement de ne pas être suffisamment dans son... Je pense à quelqu'un de précis parmi vous qui m'a partagé ses difficultés avant-hier soir. Que personne parmi vous ne soit mis en difficulté parce qu'il n'est pas assez souvent dans son établissement au titre de ses engagements pour la collégialité et l'intérêt et le bien commun de notre maison commune. À l'échelle nationale, il y a bien sûr là aussi le même type d'approche et de nécessité. Le souci prioritaire pour moi de tous les maillons fragiles de notre maison commune. Le souci des maillons fragiles, ce n'est pas par démagogie paupériste. J'entends parfois dire que je ne m'intéresserai qu'aux petits et aux pauvres et que je snoberai les gros qui sont pourtant la vitrine précieuse de l'école catholique. Il n'y a pas les bons et les mauvais établissements. Il y a des établissements qui, tous ensemble, dans leur diversité infiniment nécessaire, contribuent à l'action éducative, pédagogique, sociale, humaine de l'école catholique. En revanche, et ça a été bien dit dans la table ronde, j'y souscris pleinement, il en va bien de l'intérêt général de chacun d'entre nous et de chacune des structures dont nous portons la responsabilité, que tous les maillons se portent bien et que donc une attention prioritaire aux plus faibles d'entre eux soit collectivement portée. C'est bien le sens, par exemple, de la manière dont, au secrétariat général, nous travaillons depuis 2 ans, le rapport va bientôt sortir, sur la question des petits établissements, pas seulement les petites écoles, il y a aussi des petits collèges et des petits lycées. Quelles sont les conditions, et elles ne sont pas d'abord économiques à mon avis, quelles sont les conditions de leur pérennité, de leur rayonnement? Et bien évidemment, enfin voilà, le rapport est pas encore, il est en cours de rédaction, mais on l'a bien entendu tout au long de la matinée, et là aussi je m'y retrouve pleinement, la clé de leur rayonnement, c'est leur intégration, leur insertion dans plus large qu'eux. Mais ça vaut pour chacun d'entre nous. Donc tout un travail privilégié pour les petits établissements. Et puis, c'était un peu le fil rouge de toute votre matinée, tout un travail que la commission permanente de l'enseignement catholique, sur mon invitation, a lancé depuis 2 ans, et Louis-Marie y participe activement, tout un travail de réflexion sur l'évolution je dis bien des au pluriel, des modèles économiques de l'enseignement catholique. Une seule certitude, si nous ne changeons pas, dans moins de 10 ans, nous aurons complètement changé de visage, si nous n'adaptons pas nos modèles économiques. Si nous ne faisons rien, dans moins de 10 ans, il y aura toujours autant d'élèves dans l'école catholique. Mais ça ne sera plus du tout la même école catholique, ça sera une école catholique avec quelques très gros établissements prospères, séparés les uns des autres par des déserts de Gobi, dont nous aurons disparu. Et ça n'est pas ça, notre école catholique, en termes de proximité humaine, sociale et de présence sur l'ensemble du territoire. Donc il faut bien qu'on réfléchisse, mais voilà, c'était le fil rouge de toute la matinée, donc je n'y reviens pas, simplement pour attirer votre attention sur le fait que c'est un chantier qui s'ouvre et qui va nous occuper durablement. Je finis rapidement, pour ne pas trop faire exploser le timing, sur le rappel d'une évidence, mais à laquelle j'attache beaucoup de prix, c'est le fait qu'il existe à mes yeux, et à nos yeux j'en suis convaincu, un lien intrinsèque entre toutes les questions que nous réfléchissons hier et aujourd'hui, et puis les questions éducatives qui constituent le cœur de notre mission partagée et de notre activité. Parler de culture de la solidarité, parler de culture de réseau, c'est affirmer qu'il y a là un gage d'efficience. Moi, j'en suis convaincu. Mais je suis tout aussi convaincu qu'il y a là d'abord la clé d'une cohérence entre nos manières de faire et notre projet chrétien d'éducation. Je vous rappelle le pape François, tout est lié. Si nous prétendons, et nous le prétendons, et nous avons raison de le prétendre, si nous prétendons vouloir faire grandir nos enfants et nos jeunes dans une culture de la fraternité, alors nous ne pouvons pas faire vivre nos établissements sur un modèle du chacun pour soi,
et dans une logique du darwinisme social. Je remarque que cela vaut aussi pour nos pratiques éducatives et pédagogiques. Que pourrions-nous penser d'un établissement qui développerait de magnifiques projets de solidarité et d'éducation à la solidarité, mais qui dans le même temps ferait vivre ses élèves dans un climat scolaire de compétition permanente? Bien sûr, cela n'existe pas. Je conclus. Impossible pour moi de ne pas établir une corrélation entre votre réflexion de ces 2 jours et la démarche de réenchantement de l'école. Réenchanter notre capacité à croire que nous pouvons agir sur le réel, modestement mais résolument. Réenchanter nos modes de pilotage autour de cet horizon de la maison commune à faire vivre. Réenchanter nos façons d'être ensemble. Et tout cela pour faire chaque jour un peu plus de l'école catholique, de notre école catholique, une école de l'Alliance. 2007, Éduquer ensemble dans l'école catholique, c'est un texte qui est passé très largement inaperçu, qui avait été rédigé par la Congrégation pour l'éducation catholique, vous savez, à Rome. Je cite juste une phrase qui, moi, me nourrit beaucoup, enfin me nourrit, c'est prétentieux, qui m'interpelle beaucoup, une phrase de ce texte de 2007. Dans cette expression particulière de l'Église qu'est l'école catholique, la spiritualité de la communion doit devenir la respiration de la communauté éducative. La spiritualité de la communion doit devenir la respiration de la communauté éducative. C'est bien ce que je vous souhaite de tout cœur, à tous et à chacun, de vivre à chaque instant. Merci.